Depuis que certaines stars du petit écran, comme Énore Malagré ou des actrices de la télé, comme Laetitia Millot, qui souffrent de cette pathologie, depuis que ces femmes ont communiqué sur cette maladie, et pour certaines se sont vraiment impliquées dans la reconnaissance et une meilleure prise en charge de l'endométriose, les médias s'y sont intéressés. En fait, il s'agit d'une pathologie connue depuis longtemps par les gynécologues, méconnue du grand public et hélas, parfois mal connue par certains médecins. Personnellement, j'ai eu la chance, durant ma formation de gynécologue obstétricien, de faire un stage dans le service de gynécologie de Tel-Dieu de Paris, qui était à l'époque un des services référents pour l'endométriose. Cette maladie atteindrait une femme sur 10, mais au jour d'aujourd'hui, aucune étude fiable ne permet d'affirmer ce chiffre. Et ceci pour une bonne raison, c'est que le diagnostic de cette maladie n'est pas toujours fait. En effet, et c'est hélas une autre des caractéristiques de l'endométriose, c'est son retard au diagnostic qui varie entre 7 et 10 ans. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, chronique, évolutive. Mais pour bien comprendre, il faut avant tout définir ce qu'est l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus qui se forme au cours du cycle menstruel et qui, en l'absence de grossesse, s'élimine tous les mois à la fin du cycle. C'est ce qu'on appelle les règles. L'endométriose, c'est une localisation anatomiquement anormale de l'endomètre. Alors, plusieurs théories sur le primum mobile, c'est-à-dire le pourquoi de la maladie, existent. Pour ne pas compliquer les choses, je ne citerai volontairement que les deux principales théories. Tout d'abord, il y a la plus ancienne, c'est la théorie de Sampson, qui voudrait que le sang menstruel reflue par les trompes et se greffe sur les organes abdominopelviens tels les trompes, les ovaires, le péritoine, les intestins. Il y a une autre théorie qui est celle de Leyendecker qui voudrait qu'il existe une augmentation en force et en fréquence des pressions mécaniques intra-utérines au moment de l'évolution, avant et pendant les règles. Cette théorie récente et innovante expliquerait non seulement le reflux du sang en dehors de l'utérus comme dans la théorie de Sampson, mais aussi l'association quasi systématique des deux formes d'endométriose, l'endométriose intra-utérine et l'endométriose extra-utérine. L'endométriose intra-utérine étant aussi appelée adénomiose, terme que l'on peut être amené à entendre ou à rencontrer dans divers comptes rendus opératoires, d'échographie pelvienne ou d'IRM. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante aux hormones sexuelles. L'endométriose prolifère en présence d'oestrogènes, elle s'atrophie en présence d'androgènes, c'est-à-dire les hormones plutôt masculines, type testostérone. Un autre facteur de risque, c'est l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, en sachant que les femmes au profil longiligne sont plutôt susceptibles d'être atteintes d'une endométriose. Enfin, les facteurs génétiques jouent aussi un rôle. Ainsi, il existe une prévalence supérieure s'il y a des antécédents familiaux d'endométriose. Ainsi, à titre d'exemple, il y a une concordance plus grande chez les jumelles monozygotes, dites vraies jumelles, qui partagent 100% de leurs gènes, que chez les jumelles dizygotes, les fausses jumelles, qui ne partagent que 50% de leurs gènes. Par ailleurs, on observe des réponses inflammatoires et immunitaires plus importantes chez ces femmes, sans que l'on puisse clairement dire s'il s'agit d'une cause du développement d'endométriose ou au contraire, si c'est l'endométriose qui stimule anormalement la réponse immunitaire. Enfin, les perturbateurs endocriniens sont fortement suspectés sans que leur mécanisme d'action soit totalement élucidé.